le mystère de la clause du Sagittaire. À l'image de Doko, qui existe en deux versions, il y a également la clause du Sagittaire qui, elle aussi, dispose d'une double apparence. Voilà l'occasion de revenir un peu plus sur cette armure iconique de la licence. La clause du Sagittaire fut une des premières designées dans le manga et le résultat s'en ressent. Cette armure instaure un élément du scénario très peu populaire. Un personnage a la possibilité de changer de constellation car de base, oui, c'est bien la promesse du tournoi de faire changer de classe un personnage. Et ce transfert de classe, on le verra dans Next Dimension à travers Doko et Sion, qui furent d'anciens bons saints. Quelques fans avaient rouspété à l'époque, mais au fond, le manga de base introduisait déjà cette notion de promotion au mérite, même si les explications de Marine vont à contre-courant de ce type de transfert, semblant indiquer qu'un guerrier dispose d'une constellation à vie. Le manga ne présentera guère souvent la clause du Sagittaire lors des Galaxian Wars et se contente de montrer le box Dory. Moment rigolo, mais lorsque dans le tome 1, la clause box du Sagittaire est dévoilée, les box des bronzes sont supposés ne plus résonner, montrant ainsi la suprématie de la Gold Clause. On ignore toutefois comment Ikki était capable de se dissimuler à l'intérieur vu sa corpulence, mais bon, un mystère qui voit, n'est-ce pas? Avouez-le! Dites-le! Et c'est doublement plus incohérent dans l'anime car non seulement Ikki est à l'intérieur, mais à ce moment-là, la clause du Sagittaire est censée y être, elle aussi. Alors que dans le manga, il est fort probable que la clause box soit vide et ce, probablement depuis le début du match entre Jabu et Shun, voire peut-être même avant. Mais concernant la visibilité de la clause, alors l'adaptation animée c'est clairement pas la même chose, et notamment lorsqu'elle se fait dérober, on a le droit à une mise en scène assez intense. Au début du manga, Masami Kurumada indiquera s'être demandé s'il devait se rapprocher de la science-fiction, car quand on regarde le design de la première version, le design ressemble beaucoup au mecha de science-fiction et à du Gundam en particulier. Et j'en viens même à me demander si au fond, la conception de cette clause ne serait tout simplement pas de Bandai. Quoi qu'il en soit, la série fut vendue par les sponsors comme une extension des séries de robots transformables, un sous-genre quoi, car Saint Seiya n'avait pas d'équivalent et c'est pour cela qu'on retrouve Kozo Morishita à la réalisation, lui qui avait réalisé auparavant de nombreuses séries de mecha. Masami Kurumada révélera dans le Taizen qu'il songeait depuis le début aux 12 constellations du zodiaque. Et comme chacun sait, étant lui-même du signe du Sagittaire, il a évidemment mis ce signe très en avant. Quand il a créé le design des 11 autres Gold Clause, il a été obligé de réajuster le style de la clause du Sagittaire pour qu'elle ne fasse pas pâle figure aux côtés des autres. Vu le pitch de départ, à savoir le héros qui doit gagner la clause, eh bien le nom de Seiya a dû s'aligner à cette intrigue, car son nom signifie, comme vous le savez déjà, flèche stellaire. Un nom parfait pour ce jeune héros qui participe à ce tournoi. On a beau relire le début du manga, la forme objet de la première version du Sagittaire est une pure invention de l'anime. Celui-ci n'existait alors pas dans le manga. Mais toutefois, attention, lors d'un concours de dessin où furent présentées les ébauches de ce qui allait devenir les clauses de la Vierge et du Verseau, un fan avait confectionné également la clause du Sagittaire, et on note quelques similitudes, oui. Et lorsqu'on la voyait en entier dans le manga, c'était pour nous la montrer protégeant Seiya. Bon, elle est également apparue dans une illustration supposée nous récapituler les pièces d'armure détenues par les bronzes et les Black Saints.
Shigehatsu Yamauchi, bien connu pour grandement modifier la base de ce qu'il adapte, fera porter un court instant cette clause à Ikki, et elle lui va très mal. C'est vraiment la seule armure qui a un casque autant couvrant. Les spectres d'Hadès sont les seuls à avoir ces similitudes de casques intégraux. Dans le manga, d'accord, Ikki vole la clause et indique vouloir réaliser des projets. Mais lesquels ? Alors ça c'est une très bonne question, me direz-vous. Ce qui est très intéressant, c'est le casque du Sagittaire. Alors j'en avais parlé sur la vidéo des casques. Oui, je sais, elle sera remise un jour en ligne, ne vous inquiétez pas. Eh bien dans le récit, on ne voit le casque que sur 2 ou 3 cases. Il y a fort à parier que déjà, à ce moment-là de son manga, Masami Kurumada n'aimait déjà plus la clause du Sagittaire et notamment son casque. Et c'est tout le contraire dans l'ennemi, qui n'a pas eu cette gêne à montrer cette clause. Et alors que Seiya fait face à Dokrates, on a même le droit à un match de rugby par les hommes de main de ce sainte. Tenter la transformation. Il ne reste qu'une minute avant la fin du match. S'il réussit, son équipe remportera la victoire. Mais ses poteaux sont à 45 yards et il a le vent contre lui. Car le grand pop veut cette clause au sanctuaire et non au Japon. Et hélas, la partie manquante sera le casque. Sa forme étant ce qu'elle est, Seiya et ses amis feront tout pour conserver cette unique partie de l'armure. Il est intéressant et très peu cohérent de constater dans l'épisode 23 que lorsque les bronzes se demandent pourquoi Arès n'attaque pas alors qu'ils n'ont que le casque, que Saori leur répond que l'armure d'or aura toute sa puissance quand elle sera intégralement réunie et que le pop est prudent car un des bronzes pourra devenir ce Gold Saint. Alors toutes ces fois où les Golds sont sans casque pour le style, parce qu'ils l'ont oublié ou parce qu'il est tombé, ils sont pas à fond en niveau puissance. Bref, l'anime cherchait son chemin en attendant que le mangaka trace le chemin et l'atmosphère réelle de l'œuvre. Bien sûr, une information de taille arrive dans le manga, à savoir lorsque Misty révèle que celle-ci n'était pas la véritable clause du Sagittaire. De ce fait, les Silver Saints n'ont pas tenté de se la procurer car c'était une imitation pour eux. Mais que nenni, car oui, la version de la clause du Sagittaire, eh bien, Mitsumasa Kido avait fait modifier son aspect. Alors ne me demandez pas comment c'est possible, je n'en sais rien. Mais bon, on a déjà vu Saga, Shura, Camus porter deux clauses par-dessus l'autre dans l'arc Hades. Donc tout est possible au fond dans Saint-Sia. Bref, Kido l'a probablement fait fondre et resculpter, se doutant bien que l'armure serait tout à fait capable de reprendre sa forme originale d'elle-même. Notons que la clause Fake Sagittarius fut créée dans la gamme Premium dans les années 80, et si on était tiré au sort, on pouvait la remporter. Elle est depuis ressortie en mid-clause. Et les Silver Saints se font berner en beauté, alors que Seiya, lui, comprend par une parole bien précise de Saori que cela ne pouvait pas être une simple imitation. Eh oui, la clause du Sagittaire l'avait sauvé d'une attaque d'Ikki. La clause va réapparaître sous sa véritable forme dès que Seiya ira à l'hôpital, peu après le combat entre Shiryu versus Algol dans le manga. Masami Kurumada est peut-être parti loin pour justifier ce changement de design, mais il a posé des pistes intéressantes à travers Misty. Pour l'anime, lui, n'aura pas cette chance car, dans l'épisode 34, la clause voyage d'elle-même pour ne faire plus qu'un avant de se cacher sous un lac. Et à partir de l'épisode 36, lorsque la clause semble appeler Saori, son apparence a changé. L'eau de ce lac y serait pour quelque chose, allez savoir. La clause réapparaît donc sous cette nouvelle forme pour protéger Seiya face à 3 Silver Saints. Il faut néanmoins rappeler un aspect purement commercial qui entre en jeu au Japon. Cet épisode 37 a été diffusé à quelques jours d'intervalle de la projection du premier film, où bien évidemment Seiya revêtait pour la première fois au cinéma la clause d'Aiolos. Et parlons-en d'Aiolos, l'ancien détenteur de cette clause, car on nous présente ce personnage par le biais d'Aiolia, son jeune frère, et pour cela, la clause du lion et du Sagittaire ont des designs assez proches, notamment au niveau des épaulettes et des avant-bras. Il faudra attendre les 3 chapitres de Sanseiya Zero qui ont été publiés dernièrement dans la Final Edition au Japon pour connaître la technique de prédilection d'Aiolos, à savoir le Shadow Arrow. L'adversaire se retrouve immobilisé si Aiolos décoche une flèche dans l'ombre de celui-ci. C'est ce qui se passera pour Aphrodite notamment. Cette technique me rappelle un peu celle d'un personnage de Yu Yu Hakusho, tiens.
puisqu'on est dans les intrigues, l'animé lui optera pour le timide Atomic Thunderbolt face à Shura, qui ressemble furieusement au Pegasus Ryuseiken, en plus d'un lien évident éclair-foudre. Bolt en anglais est là surtout pour rappeler qu'en effet il est le frère d'Aeolia. Et pour montrer qu'Aiolos est un saint d'exception, dans Saint Zero il se frotte à Aphrodite, Shura et Deathmask sans sa précieuse clause, et le récit nous montre dans quelles circonstances il a rédigé son testament dans sa maison. Aiolos mourra un peu plus tard, peu après sa rencontre avec Mitsumasa Kido. L'anime jouera par la suite sur la disparition mystérieuse de son corps. Est-il vraiment mort? Cette question est là pour alimenter la paranoïa de Saga à ce moment précis. Et dans l'anime, on peut d'ailleurs trouver quelques ressemblances entre l'Early Claws de Seiya et celle du Sagittaire, que cela soit au niveau des jambières et de ses bras. D'ailleurs, il y a un petit loupé dans le premier film à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, la clause a été entièrement repensée et relookée pour pouvoir revêtir magnifiquement Seiya. Il avait été dit par Saga dans l'épisode 36 de l'adaptation animée que cette clause était la plus puissante des 12. Alors d'une part ce n'est pas nécessairement vrai, même si ça pourrait bien expliquer des choses quand on voit les films 3 et 4 où Atlas et Belzébuth ayant affronté des Gold Saints se retrouvent vaincus par Seiya, mais bref, si cette indication est faite par Saga, c'est également pour faire comprendre aux spectateurs que les bronzes représentent une menace, et ceci sera largement mis en avant lors de son échange avec Milo peu après. Bien sûr, la chose qui frappe avec la clause du Sagittaire, ce sont ses ailes. Il n'y en a pas sur la première version, et dans la mythologie, la constellation est représentée par un centaure, d'accord, mais nanti d'une écharpe et non pas d'une paire d'ailes. Concernant l'insistance sur cette forme de centaure, le film CGI Legend of Sanctuary créera une forme particulière de l'armure d'or du Sagittaire avec un Seiya qui vole grâce aux ailes du Sagittaire et qui galope en mode centaure quand il porte cette armure. Pareil dans Next Dimension avec Gestalt du Sagittaire, Gold de la précédente guerre sainte. Il s'imagine porter son armure en mode centaure, illusion créée par Odysseus du Serpentaire, car ce personnage ne faisait pas le deuil de la mort de son cheval Tanya. Si la clause du Sagittaire porte des ailes, c'est pour faire écho à la constellation de Seiya, à savoir celle de Pégase. Et cela fonctionne quand on voit l'adaptation animée avec les deux constellations côte à côte. Pour les héros des autres spin-offs, seul Koga de Pégase a le droit de porter l'armure du Sagittaire. À croire que tous les Pégases sont Sagittaires. Teshorogi n'a pas poussé le vice et Tenma n'a jamais porté la Gold Clause de Sisyphe. Revenons à l'armure, et oui, il était temps qu'on y revienne. La forme objet représente le centaure de Chiron, et on pouvait le voir sur plusieurs illustrations munies d'un arc. Et en plus, c'est raccord avec le nom du héros, donc c'est parfait. Cette arme sera considérée comme l'attaque ultime de Seiya dans les films, tandis que Masami Kurumada renversera un peu ce code face à Poséidon, puisque le héros échouera 2 fois avant d'atteindre sa cible. Et lors de la destruction du mur des lamentations, c'est cette même flèche qui désignera l'endroit où l'attaque se portera. La mise en scène des films frappera très fort pour atteindre l'antagoniste principal. Rappelons que l'arc du Sagittaire est camouflé derrière la jupe du Sagittaire, tandis que la flèche, elle, est cachée entre l'épaulette et la sous-épaulette droite. Impossible de ne pas revenir sur l'âme de la clause. C'est un élément du scénario qui apparaît surtout sur cette clause puisqu'elle parvient à protéger Seiya comme nous l'avions dit précédemment. Et l'anime rallonge la sauce puisqu'on voit même le casque attaquer Guest. Mu avait indiqué que les clauses étaient vivantes, et il est vrai que la volonté d'Aiolos a toujours continué à habiter cette clause, une spécificité des clauses qu'on verra à travers Deathmask, voire la clause du Verseau lorsqu'elle protège Yoga face à Poséidon. Et pour finir, ce qui frappe avec cette modification de clause, c'est qu'à ce jour, le sujet n'est pas abordé en interview, que ce soit avec Masami Kurumada ou le staff de l'anime. Et vu toutes les corrections et nombreuses retouches qu'effectue actuellement le mangaka sur la Final Edition, où des textes et des dessins sont changés, on aurait presque pu s'attendre à ce qu'il modifie également les pièces d'armure du Sagittaire au début du récit pour s'aligner au résultat final. Mais non. Cela dit, aussi laide que soit cette première version, n'est-elle pas devenue iconique avec le temps?
Alors le style de la deuxième version de la clause est assez unique au début de l'anime, alors que les spectres, ailés ou les God Claws, c'était pas encore très fréquent tout ça, et cela donnait un côté messie assez angélique à l'âme d'Aiolos, qui apparaît tel un prophète pour aider la secte des saintes d'Athéna. D'ailleurs, l'épisode G représentera régulièrement Aiolos tel un ange ailé. Quel traitement de faveur pour le signe zodiacal de l'auteur du manga. On ne se refuse rien, et cela aurait moins bien fonctionné si Kurumada avait été Cancer ou Taureau. Voilà, sur ce, à très bientôt, ciao.